Le revers de la Grande Pyramide, de Anissé Blaise Okana. Préface. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. J'aime cette formule du poète Terence. Par contre, les histoires de robots, d'aliens et d'extraterrestres, trop éloignés de notre humaine condition, m'enchantent rarement. Alors pourquoi préfacer un livre où les extraterrestres jouent un rôle important ? Certes, j'apprécie la science-fiction quand elle utilise l'exotisme apparent des espaces interstellaires pour mieux éclairer certains aspects de notre vie terrestre et de notre condition humaine. Mais dès qu'il est question d'extraterrestres, j'ai tendance à trouver cela rébarbatif, car trop étranger à l'étrangeté même du phénomène humain. Je m'explique, je me dis qu'un être humain digne de ce nom ne peut rien trouver de plus troublant, de plus foncièrement improbable, dans l'univers entier, que sa propre existence d'être libre, conscient et responsable. Je me dis que les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre suffisent déjà amplement à toute notre curiosité, et que notre espèce est de mauvaise foi, en imaginant qu'il puisse exister dans l'univers un mystère plus épais que le nôtre. Les voyages à l'intérieur de notre psychisme m'ont toujours plus passionné que les spéculations sur d'autres vies ailleurs, loin d'ici. Tout cela pour dire qu'au départ, je n'avais pas le profil d'un lecteur bienveillant pour Le revers de la Grande Pyramide. Comment ai-je alors été amené à trouver ce livre plaisant et à vouloir en écrire la préface ? La première raison tient à la personnalité attachante de son auteur. Anissé Blaise Okana est un homme qui a les pieds sur terre et toute sa vie témoigne des malheurs mais aussi de la grandeur de la condition humaine. Abandonné des siens avec un père absent et une mère toujours malade, l'auteur a vécu dans la rue. Jeune, trop jeune, il a connu le dénuement, le mépris, la violence, la guerre dans toute sa crudité et sa nudité. Ces malheurs trop grands auraient pu déshumaniser Anissé, lui donner un cœur de pierre, des crocs de fauve, une langue de serpent, et des manières de robot hallucinées. D'autres que lui, dans ces conditions, auraient renoncé à tout libre arbitre, et se seraient vus comme de simples jouets du destin. Il aurait pu se mettre à sacraliser aussi ces idoles obscures que sont les armes, le fric, le sexe. Dans sa génération perdue, bien d'autres l'ont fait. Et c'est ainsi que notre monde, moderne dit civilisé, produit chaque jour à sa marge, des êtres bien plus redoutables que les aliens et les extraterrestres, des sauvages, des barbares, des créatures qui n'ont plus d'humain que l'apparence charnelle. On les retrouve dans les bas-fonds de la misère comme au sommet de la richesse, comme l'avait diagnostiqué Fritz Lang dans son insurpassable science-fiction, Métropolis. Or Anissé est au contraire un humain comme on aime en rencontrer. Quiconque le fréquente perçoit rapidement en lui un ami et un frère. Là où sa culture d'autodidacte proclamée aurait pu fabriquer un fanatique, un idéologue et un doctrinaire, Anissé est au contraire un homme qui aime faire parler les autres, s'effacer devant eux, les écouter. Journaliste de métier, il a de l'empathie pour ceux qui l'interrogent, il essaie de ressentir leurs émotions avec empathie et bienveillance. Il répète parfois ses questions, par souci de bien comprendre, de ne pas déformer. Et s'il tient des propos un peu trop imprégnés des modes intellectuels, et qu'on lui en fait la remarque, il l'admet bien volontiers. Il se doute que les grandes idées agitées par les professionnels du discours ne correspondent pas toujours à sa tournure de pensée, qui est plus celle d'un poète et d'un moraliste que d'un penseur. La deuxième raison qui m'incite à vous recommander chaudement la lecture de ce livre, c'est son contenu. Pour simplifier et aller droit au but, Anissé semble suggérer qu'il y a plusieurs manières de vivre la condition humaine. En fait, son livre avance que d'autres êtres humains existeraient dans d'autres dimensions de l'univers et qu'il les a rencontrés et côtoyés. Et, toujours d'après Anissé, les choix fondamentaux qui ont guidé les êtres humains sur la Terre depuis toujours, sont des choix erronés, que d'autres êtres, tout aussi humains que nous, n'ont pas faits. Ils ont mieux su vivre que nous autres la condition humaine, sans les excès d'égoïsme, de violence, d'injustice, d'irrationalité, que nous trouvons souvent naturels, mais qui, en réalité, traduisent notre aveuglement. Sous cet angle, le revers de la Grande Pyramide nous apparaît comme une version renouvelée d'un genre où Montesquieu avait excellé dans les lettres persanes. Souvenons-nous que dans ces lettres, deux voyageurs venus de Perse,
tiennent une chronique faussement naïve des mœurs françaises, notamment parisiennes. Le roman permit à Montesquieu de dresser un portrait très dérangeant de la société française de son temps, sûre d'elle-même et d'être un phare pour l'humanité, mais qui s'avère, sous la plume des deux voyageurs, venus d'ailleurs, très étrange et fort peu rationnel. Dans le revers de la Grande Pyramide, Anicet Blaise Ocana, après avoir connu 1000 souffrances et douleurs dans son Congo natal, finit par rencontrer, assez tardivement, des voyageurs extraterrestres, qui vont peu à peu l'amener à porter un tout autre regard sur sa vie chaotique, sur son pays, sur l'Afrique, sur le monde. Cette évolution d'Anicet et les bouleversements profonds survenus dans son cœur et sa pensée, constituent le cœur de ce livre et lui donnent ses meilleures pages. Le lecteur ne doit pas se sentir obligé d'adhérer au discours extraterrestre d'Anicet. Le livre a des accents authentiquement prophétiques, qui peuvent toucher chacun d'entre nous, quelles que soient nos options religieuses ou philosophiques. Anicet nous propose dans son livre un triple regard neuf, sur la nature, sur l'histoire, et sur la conscience. Je dis bien, regard, et non, philosophie, ou sagesse, car la démarche de l'auteur n'est pas intellectualiste ou démonstrative. L'auteur ne cherche pas à nous convaincre qu'il pense et réfléchit mieux que d'autres. Il porte simplement un regard différent, novateur, plein de vie. Au début de son ouvrage, l'auteur nous invite à revisiter la nature avec un œil neuf. Chaud partisan d'une approche scientifique de la nature, l'auteur est souvent très sévère avec les visions religieuses, il nous amène à voir toute l'étendue de l'interdépendance dans la nature. Tous les êtres existent en relation les uns avec les autres, et notre égocentrisme humain nous apparaît alors aberrant. Renouant avec nombre de traditions, et notamment le bouddhisme, Anicet nous montre souvent que notre ignorance et notre aveuglement ne sont pas seulement intellectuels. Ils proviennent en grande partie de nos désirs excessifs ou inappropriés. L'auteur nous invite à une vie plus modérée, plus proche de nos véritables aspirations. Son regard sur l'histoire pourra paraître sombre. Il souligne que toute l'histoire est marquée par la lucidité des grands initiés, des visionnaires, mais ceux-ci se heurtent au poids des traditions, aux appareils ecclésiastiques, à des conservatismes désolants. Ce regard tragique n'est pourtant pas pessimiste. L'auteur souligne que le progrès est lent, mais irrésistible. Les meilleures pages du livre sont celles du moraliste. Anicet, qui a souffert de la méchanceté mais a refusé qu'elle aigrisse son cœur, porte sur nos mœurs un regard juste. Il débusque mieux que quiconque l'égoïsme, le double langage, l'hypocrisie. Mais il n'accuse personne. Loin d'agiter de grands principes abstraits, il s'adresse d'abord à notre conscience, pour la libérer et lui redonner sa dignité. Il donne envie de redevenir les maîtres de notre vie. Les extraterrestres auxquels il se réfère sont des êtres comme nous, de vrais êtres humains qui ont su faire usage de leur liberté et de leur conscience et s'approcher de la vie bonne, là où nous avons préféré rester dans la servitude et la turpitude. En lisant cet ouvrage très original, nous nous apercevons que nous avons renoncé à devenir de vrais êtres humains et en sommes restés, pour l'essentiel, à un stade infrahumain, du point de vue du cœur et de la conscience, même et surtout quand nous nous déguisions en civilisés. Et ceux que l'auteur appelle des extraterrestres, sont tout simplement les vrais humains que nous pouvons commencer à être dès maintenant, en nous libérant de l'ignorance. Laurent Ladouce. Laurent Ladouce est traducteur d'essais anglo-saxons, qui a écrit la Bible. Le Freud inconnu, l'homme multiple. Il a été aussi directeur de l'Espace, Culture et Paix, un centre de réflexion et d'activité culturelle à Paris. Très proche des universités et de la bibliothèque François Mitterrand, ce lieu a permis à de nombreux étudiants de se familiariser avec les changements personnels qu'implique la culture de la paix. Depuis 1997, il coordonne le projet PAXSE. PAXSE, troisième ville du Laos, pour la promotion de cette ville comme centre international de la paix en Asie du Sud-Est. L'université australienne Bonn a publié un article sur ce projet. En mai 2007, Laurent Ladouce a présenté le projet PAXSE lors du 2e congrès mondial d'études laotiennes à l'université d'Arizona.
En juin 2011, les éditions romaines ont publié « Le projet Pax-C'est, une contribution du peuple laotien à l'unité de l'Asie du Sud-Est et à la paix mondiale ». On peut se procurer le livre à la librairie Le Deux Phénix, à Paris.